Commun. Bonjour à tous. Poursuivons la mise à l'épreuve de la communalité et du principe d'association comme concept structurant l'approche de l'urbanisme par les communs. Cette fois, nous porterons notre attention sur les espaces intermédiaires et sur les expérimentations dont ils ont fait l'objet dans l'urbanisme des 19e et du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. Par cette notion d'espace intermédiaire, nous entendons des dispositifs topologiques cherchant à résoudre la tension paradoxale dont nous avons déjà parlé entre, d'une part, la nécessité pour habiter que nous avons de marquer le territoire et de nous préserver de l'intrusion d'autrui au moyen d'artefacts physiques, et d'autre part, de nous ouvrir à l'autre et de développer des relations. Nous sommes au XIXe siècle. La montée du régime industriel génère une concentration de la population rurale dans les villes. Ce fait rend nécessaire la recherche de nouvelles formes d'habitat collectif. Un des thèmes privilégiés en est la quête d'une échelle sociale intermédiaire entre la société de masse et l'individu. Les projets d'habitat collectif se multiplient, ils sont tendus entre deux idéologies. D'une part, l'idéologie de la famille, qui repose sur l'apologie du foyer et sur l'entretien d'une illusion de la campagne, et d'autre part, l'idéologie communautaire, qui est fondée sur la mythification d'une sociabilité idyllique qui recréère, à l'échelle du voisinage urbain, l'esprit des communautés traditionnelles propres à la société rurale pré-industrielle. La première piste de recherche passe par la figure de la maison individuelle assortie d'un lopin de terre. Cette solution s'impose dans bon nombre de cités ouvrières patronales. L'image que vous voyez montre le carré mulhousien consacré par l'Exposition universelle de Paris en 1867. Le concept spatial est basé sur le groupement de 4 maisons mitoyennes au centre de chaque maille d'un tissu en gris, avec une variation dans l'orientation des mailles. Chaque maison dispose d'un jardinet qui assure la transition avec la rue et qui est séparé de ses voisins par une petite clôture. Comme l'écrit alors Fouché de Carrel, il s'agit de rendre à l'ouvrier quelque chose de la campagne, de ne pas lui ôter l'illusion du foyer et de lui donner, si on peut, l'illusion des champs. Ce concept se développe dans toute son ampleur avec le mouvement des cités-jardins, amorcé en 1898 en Angleterre par Ebenezer Howard. L'idée dominante de Howard est de ramener le peuple à la terre en produisant, entre villes et campagnes, un réseau de cités de 32 000 à 35 000 habitants, dont 2 000 agriculteurs. À la fin de la Première Guerre mondiale, le modèle de la cité-jardin a le vent en poupe. À Bruxelles, par exemple, la construction de 21 cités ou quartiers-jardins est entreprise à la lisière verte de la ville dense. Il ne s'agissait pas simplement de loger les démunis. Il fallait générer le cadre d'une vie sociale en dotant les quartiers d'un système d'espaces collectifs et d'équipements communs. Un réseau d'espaces collectifs en intérieur d'îlots, reliés par des chemins plantés, un centre civique, une salle polyvalente, une école, une bibliothèque, une infrastructure sportive ou encore un centre d'éducation physique et morale. Aux antipodes des idées et des mécanismes de la cité-jardin, on observe un troisième mouvement de production d'habitat populaire centré sur le foyer individuel. Il se manifeste à travers de très nombreuses opérations de densification de la ville par des petits spéculateurs privés. Ces opérations visent le remplissage d'un petit nombre de parcelles en intérieur d'îlots par des bâtiments distribués et éclairés par une impasse ou par une cour. Cet espace intermédiaire commun est lui-même connecté techniquement et fonctionnellement aux infrastructures de la rue. C'est donc la rue, du point de vue morphologique, qui est la structure porteuse de la figure. On voit ce concept se multiplier dans de nombreuses villes européennes. Il y prend des noms divers selon le contexte. Close en Angleterre, Cortiçam au Portugal, cour, impasse, courée. En voici un exemple parisien. La cour d'Alsace-Lorraine dans le 12e arrondissement. Vous y voyez un ensemble de logements et d'ateliers sur cour, concentrés sur une parcelle qui a 18 mètres de large et 100 mètres de long. Ici, nous voyons le carré Pauwels à Bruxelles, construit à partir de 1865 et occupant partiellement l'emprise d'un ancien chemin. Malgré le cadre spéculatif qui les a produits,
Beaucoup de ces dispositifs d'habitat populaire offrent des qualités urbaines remarquables. Celles-ci sont notamment liées aux modalités d'association entre les échelles et les ambiances. Côté rue, nous avons la rue, l'ambiance publique, les services qu'offre la rue et les bâtiments qui en conforment les bords. Et côté cour, nous avons le petit monde de l'intérieur auquel on peut accéder par une grille, par un passage couvert ou par un porche. Dans ces premiers exemples, on voit que l'espace intermédiaire est toujours conçu comme un dispositif de transition de l'individuel vers le collectif. Il ouvre le logement sur la rue, sur le quartier et sur la ville par un système d'association. Voyons maintenant les approches qui caractérisent le deuxième courant. Celui-ci repose sur une idéologie de l'immeuble collectif, qui est considérée comme la seule réponse plausible aux impératifs de densité et comme le meilleur symbole de l'idéal communautaire. Ce courant communautaire produit des figures d'habitat collectif caractérisées par la polarisation concentrationnaire d'une communauté de résidents autour d'un espace central partagé par tous. C'est ce que vous voyez sur cette image qui montre les plans de l'ensemble Sunnyside Garden Apartments créé en 1924 dans le quartier de Queens, à New York, par un groupe d'urbanistes incluant Clarence Stein, Louis Mumford et Eleanor Roosevelt. Il est intéressant de noter qu'aux États-Unis, on associe généralement ce projet à l'imaginaire de la cité-jardin. Cela témoigne des variations considérables entre les manières de composer ici et là les récits et les figures spatiales de la cité sociale. Observons aussi qu'à l'inverse des exemples précédents, le principe d'association ne s'opère pas via des dispositifs de mise en réseau ouvrant l'unité de voisinage sur la ville. Elle s'opère via la figure du cercle. L'unité de voisinage est centrée sur l'espace central et de ce fait recluse de l'espace urbain. Le projet non réalisé d'immeuble villa, dessiné par Le Corbusier et exposé au Salon d'automne de 1922, aborde la figure de l'immeuble collectif dans une toute autre perspective. Corbu dessine ce projet à la demande d'une société franco-américaine qui cherchait à développer en France la figure de la copropriété. Il dessine un lotissement fermé dont chaque immeuble est un système de superposition sur 5 étages doubles de petites maisons individuelles avec jardin suspendu. Il n'y a pas de cour intérieure, mais l'immeuble propose des services communs, conciergerie, équipements frigorifiques communs connectés à un service de bourse alimentaire ou encore piste d'athlétisme de 1000 mètres sur le toit de chaque immeuble villa. Ce projet applique la résolution bien connue du Corbusier de tuer la rue corridor. Il fait littéralement disparaître la rue en l'éloignant des maisons et en la séparant d'elles par des arbres. Ce projet d'immeuble villa s'inscrit dans le mouvement d'expérimentation moderniste dont les congrès internationaux d'architecture moderne, les CIAM, ont diffusé la théorie et débattu les idées de l'entre-deux-guerres jusqu'à la fin des années 60. Il alimente également une recherche personnelle du Corbusier qu'il entreprend dès les années 20 sur les formes d'une ville de 3 millions d'habitants. Le rêve corbuséen fait habiter ce qu'il appelle l'homme nouveau dans une cité radieuse qui est composée de gratte-ciel plantés dans un grand parc. La densité y est de 3000 personnes à l'hectare, ce qui est extraordinairement élevé pour une grande ville. Mais la hauteur des immeubles permet de laisser 95% du terrain vierge de toute construction. La doctrine urbanistique du Corbusier et du mouvement moderniste rompt avec le principe d'association qui permettait la structuration de la ville à partir de l'espace public. Basée sur la théorie du logement minimum et sur un principe de dissociation des fonctions, habiter, travailler, se délasser, circuler, elle défait la syntaxe urbaine de la ville classique et détruit l'espace public. Celui-ci devient une espèce de vide informe entre les bâtiments auquel est donné le nom de parc. Dans cette figure littéralement anti-urbaine du parc, on ne trouve rien de ce qui faisait la communalité de la cité-jardin et rien non plus de l'idée de construction collective d'un équilibre écologique entre ville et campagne. Que devient la notion d'espace intermédiaire dans cette perspective? On en voit un exemple paradigmatique dans l'unité d'habitation de Marseille proposée par Le Corbusier. La rue traditionnelle y est évidemment condamnée. Elle est remplacée par une rue intérieure qui n'est en fait qu'un large corridor distribuant un maximum d'appartements.
Au 7e et au 8e étage, de la place est prévue pour quelques services collectifs, tandis que la toiture est occupée par une école. De manière générale, la notion d'espace intermédiaire ne désigne plus des dispositifs de mise en réseau du logement à la ville, mais des équipements spécifiques de services ou des dispositifs visant essentiellement à faciliter la vie collective à l'intérieur de l'immeuble. La théorie du minimum vital conduit les concepteurs à privilégier tout ce qui favorise la dissociation des fonctions et la gestion rationnelle des flux. Dans ce jeu, le rôle vedette est tenu par l'ascenseur. Certains écrits des Siam en font une apologie assez étonnante en tant que lieu de sociabilité. Au point de vue technique, il est vrai que, assorti d'un corridor de distribution, l'ascenseur est ce qui permet de desservir un maximum de logements avec un minimum d'escaliers. Au Siam 9 de 1959, un mouvement fondé sur les propositions des architectes du Team 10 alors en formation critique le principe de dissociation et réhabilite les notions de transition et d'articulation du logement à la ville. Cette réhabilitation se fait selon deux mouvements. Le premier fait entrer des activités urbaines dans l'immeuble. On en voit une illustration dans ce projet, dessiné en 1952 par le couple d'architectes anglais Allison et Peter Smithson, créateurs du Team 10, pour un ensemble de logements londoniens. Vous y voyez une réinterprétation de la roue qui est suspendue dans les airs, élargie, mise à la lumière et qui accueille des activités multiples, des magasins, des ateliers, tout en servant de seuil entre le foyer et la communauté. Cette piste, qui vise à faire entrer la ville dans l'édifice, sera suivie par de très nombreux architectes. Elle reste l'utopie directrice de beaucoup de développements de grande hauteur partout de par le monde. Le deuxième mouvement est l'inverse du premier. Il vise l'ouverture de la maison sur la rue, sur le quartier, sur la ville, en travaillant sur la mise en réseau d'espaces publics. Généralement associé à des politiques de régénération urbaine, il trouve une expression symbolique dans le travail exemplaire d'Aldo van Eyck à Amsterdam, qui visait à redonner une place aux enfants dans la ville reconstruite sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale. De 1947 à 1974, Aldo van Eyck a réalisé environ 730 plaines de jeux disséminées dans la ville d'Amsterdam. Progressivement, celle-ci crée un véritable réseau. Il en parle au Siam 10, où il les décrit comme des extensions du seuil. C'est ici le logement qui se prolonge en dehors de l'immeuble et dans la ville. Ces deux vidéos visaient à donner une base théorique à notre approche de l'urbanisme par les communs. Les agencements territoriaux générateurs de communalité peuvent être très divers. Ils concernent potentiellement toutes les structures porteuses ou motrices de la forme urbaine, que ce soit les réseaux hydrographiques, de mobilité, de communication, les modèles de division ou d'appropriation des sols, les formes bâties et non bâties d'occupation de ceux-ci, l'architecture des espaces publics et le paysage. Du point de vue méthodologique, nos commentaires se sont principalement basés sur la description et sur une analyse morphologique de dispositifs matériels. Dans la suite du cours, nous aurons également besoin de recourir à une morphologie sociale qui permet d'identifier les opérateurs, de décrypter les accords territoriaux qui les lient, de décrire les processus de mobilisation des ressources naturelles, techniques, humaines, économiques qui les caractérisent.